Alors, bonjour à tous les élèves du collège Bel Air, notamment au quatrième, qui sont plus le public à qui est destinée cette vidéo. Je vous fais du coup une vidéo pour vous expliquer cette fiche de révision sur le chapitre du mouvement et des interactions. Donc ce chapitre, on peut le découper en trois parties. La première partie qui consiste simplement à décrire un mouvement, c'est-à-dire que, on va le voir ici, on va observer des mouvements et donc analyser ce qu'on appelle les trajectoires des mouvements. Décrire un mouvement, en fait, ça signifie deux choses, comme on peut le voir ici écrit. C'est un, décrire sa trajectoire, et deux, décrire l'évolution de sa vitesse. Alors, juste en dessous, vous avez un schéma bilan, avec à gauche en bleu le vocabulaire lié à la trajectoire, ou à la description de la trajectoire d'un objet. Et à droite, en rouge, vous avez du coup tout le vocabulaire lié à l'évolution, la description de l'évolution de la vitesse d'un objet. Donc à gauche, déjà, on va commencer avec les différents types de trajectoires. Nous, ce qu'on va rencontrer, c'est des trajectoires, du coup, euh, il n'y en a que deux qu'on va rencontrer concrètement. Le premier cas, c'est que votre objet se déplace du coup en ligne droite. On voit que tous les points là qui correspondent à des positions sont alignés et forment une droite. Donc lorsque la trajectoire est une droite, on va le voir ici en vert, on parle de mouvement rectiligne, juste en dessous. Ensuite, si tous les points, donc toutes les positions forment un cercle, alors il y a marqué ici un arc de cercle, mais nous on va s'en tenir au demi-cercle, et bien en fait on va parler du coup de mouvement circulaire. D'accord. Donc si une trajectoire est une droite, on parle de mouvement rectiligne, et si une trajectoire est un cercle ou un demi-cercle, on va parler de mouvement circulaire. Ici, on nous parle du cas des courbes quelconques. Alors nous, on avait juste même agrandi la dernière catégorie en mouvement quelconque, c'est même pas forcément des courbes. Ici, vous voyez le terme curviligne qui n'est pas au programme. Nous, on peut très bien se contenter de dire que tous les autres mouvements sont des mouvements quelconques. Comme ça nous enlève un mot de vocabulaire qui, comme il n'est pas au programme, peut-être qu'il sera au programme en seconde, et si vous voulez le retenir, vous pouvez le retenir dès maintenant. Mais en tout cas, il n'est pas exigible pour des élèves qui sont encore au collège. Donc, gardez-le dans un coin de votre tête si ça peut vous aider pour le lycée, mais sinon, oubliez-le. À droite, du coup, vous avez du coup le vocabulaire qui est lié à la description de l'évolution de la vitesse. Vous voyez ici, à gauche, les trajectoires, tous les points étaient espacés de manière régulière. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a trois cas possibles en fait. Soit l'écart entre chaque point augmente. Donc ça veut dire que, sachant que toutes les positions sont prises toutes les secondes, et bien en fait, c'est-à-dire que toutes les secondes, je parcours de plus en plus de distance. Donc si je parcours de plus en plus de distance toutes les secondes, ça veut dire qu'en fait que je vais de plus en plus vite, donc ma vitesse augmente. Et quand la vitesse d'un objet augmente, on dit que son mouvement est accéléré, juste en dessous du coup en vert. Deuxième cas possible, l'écart du coup est le même entre chaque position, c'est-à-dire que toutes les secondes, mon objet parcourt la même distance, et donc dans ce cas-là, ça veut dire que sa vitesse ne varie pas, ou alors on peut dire qu'elle est constante, et à ce moment-là, on parle de mouvement qui est uniforme. Troisième cas possible, l'écart du coup, cette fois-ci, il diminue entre chaque position, ce qui signifie qu'on parcourt de moins en moins de distance toutes les secondes, donc notre vitesse diminue. On parle alors de mouvement qui est ralenti. Voilà, donc ça c'est les 6 mots, on va remplacer curviligne par quelconque, qui sont liés à la description d'un mouvement. Donc un mouvement peut être rectiligne et accéléré, rectiligne et uniforme, rectiligne et ralenti. Ou alors il peut être circulaire et accéléré, circulaire et uniforme, circulaire et ralenti. Et enfin il peut être quelconque accéléré, quelconque uniforme ou quelconque ralenti. Voilà. Ensuite, la deuxième partie de ce grand thème, ça va être le calcul. Alors, j'ai mis calcul de vitesse, mais en fait, ça va être un calcul soit de distance, soit de vitesse, soit de temps. Car en fait, on voit qu'il existe trois formules qui relient la distance, la vitesse et le temps. Je vais garder le même code couleur tout le long, donc c'est-à-dire que les distances, ou tout ce qui est lié à la distance, je vais le mettre en rouge, tout ce qui est lié à la vitesse en vert et tout ce qui est lié au temps en bleu. Alors ces trois formules, elles sont pas, enfin,
on pourrait les connaître par cœur, on pourrait les retrouver mathématiquement aussi, mais si évidemment que j'ai pas de bonne mémoire et que je sois pas très doué en calcul, comment je fais? Et bah, je vous propose moi l'astuce du triangle, d'accord? Ce triangle-là, vous pouvez le connaître par cœur, juste ce triangle. Et moi, dans tous les cas, si besoin, je vous le répéterai. Ici, on va illustrer comment se servir du triangle par des exemples. Exemple 1, je veux connaître la vitesse d'une voiture qui parcourt 500 km en 4 heures. Ici, vous le voyez, je cherche la vitesse et je connais en gros la distance et l'heure. En fait, dans tous les cas, pour ces formules, je vais forcément connaître deux paramètres pour retrouver le troisième. C'est-à-dire que dans mon calcul, je vais avoir que deux paramètres à calculer. D'accord? Une erreur que j'ai déjà vue, c'est que des gens utilisent le triangle et essaient de me trouver trois valeurs à diviser et multiplier. Non, il suffit simplement de deux valeurs pour retrouver la dernière valeur. Donc là, ici, je cherche une vitesse, j'ai déjà la distance et l'heure. Donc, comment je fais pour retrouver la formule qui va lier ce qu'il reste? Donc déjà, je veux la formule de la vitesse. Donc c'est-à-dire que dans ce triangle, je vais essayer de cacher la vitesse. Si je cache la vitesse, je vois que dans mon triangle, il ne me reste plus que d divisé par t. Donc ça, en fait, c'est la formule de la vitesse. Ici, on voit que v est égal à d divisé par t. Dans notre exemple, du coup, v, la vitesse, ça va être égal à 500 km, divisé par 4 heures, ce qui fait 125 km/h. Donc une voiture qui parcourt 500 km en 4 heures, c'est une voiture qui va à 125 km/h. Ensuite, deuxième exemple. Cette fois-ci, je veux connaître une distance. Donc c'est-à-dire la distance parcourue par un avion qui vole à environ 900 km/h pendant 2 heures. C'est-à-dire que, imaginons que je sois en avion et que je fais un voyage de 2 heures. Et ben, c'est-à-dire que je serai à quelle distance de chez moi? Et ben en fait, ici on cherche une distance. Donc c'est-à-dire que dans mon triangle, encore une fois, je vais cacher ce que je cherche. Ici je cherche la distance, donc je cache la distance. Il me reste plus que quoi dans mon triangle? Il me reste v, donc la vitesse, fois t, le temps. Ça veut dire que là, en fait, la formule de la distance, c'est quoi? C'est d, distance, égale v fois t. Et donc si je reprends mon exemple, ici, la distance c'est 900 km par heure fois 2 heures, ce qui me fait 1800 km. Vous voyez dans mon calcul, et ça je vous demanderai aussi quand vous faites un calcul, c'est 1 de m'écrire la formule que vous avez trouvée, et 2 écrire bien le détail du calcul, 900 fois 2, et le résultat avec l'unité. D'accord? Ici c'est une distance, c'est des kilomètres. Si c'était un temps, ça aurait été en heures, et si c'était une vitesse, tout à l'heure on l'a mis, c'est des kilomètres par heure. Pour vérifier que vous avez bien compris comment utiliser le triangle, je vous laisse retrouver la troisième formule avec l'exemple 3 tout seul. D'accord? Si vous avez besoin de la réponse, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Pronote, je répondrai le plus rapidement possible. Sinon, il y aura des tas d'exercices de ce genre que vous pourrez trouver et corriger sur internet. D'accord? Ici, moi je veux savoir par exemple combien de temps je mets pour aller à Paris depuis Franconville. Donc, en considérant qu'on est à pied. Et je vous donne comme information que déjà Paris se situe à 30 km de Franconville, c'est une distance, et on se déplace, nous, à une vitesse d'environ 5 km par heure, si on fait que marcher. D'accord? Et donc ça, avec ces deux informations-là, vous devez retrouver du coup le temps que l'on met pour aller à pied à Paris depuis Franconville. Ok, troisième et dernière partie de ce chapitre, les diagrammes objet-interaction. Alors les diagrammes objet-interaction, c'est quoi? C'est déjà, on va rappeler que tout objet, alors les objets en physique-chimie, ça peut être considéré aussi comme un homme ou même moi, je suis entre guillemets un objet pour la physique-chimie. Donc c'est en gros toute chose, hein, et sans cesse en interaction avec d'autres objets. D'accord? Donc si je suis en mouvement ou si je suis immobile, c'est parce que je suis en interaction avec d'autres objets. Et pour chaque situation donnée, on peut faire ce qu'on appelle un DOI, diagramme objet-interaction, pour faire l'inventaire de tous les objets qui agissent sur l'objet que j'étudie. Donc là, on va prendre l'exemple d'un voilier sur un bateau. Donc c'est-à-dire que l'objet que j'étudie, c'est le voilier. D'accord? Et donc on va faire le bilan de tous les objets qui interagissent avec lui. Et ensuite, une fois qu'on aura vu tous les objets qui sont en interaction avec lui, en fait, on va les relier à cet objet par une double flèche. Alors, soit une double flèche classique en trait plein, ce que j'appelle, si c'est une interaction de contact, ou soit une double flèche en pointillé s'il s'agit d'une interaction à distance. Donc pour mon exemple, je veux le DOI, donc le diagramme objet interaction, d'un voilier sur l'eau. Le voilier, c'est l'objet étudié, et va donc être au centre de mon diagramme. Ensuite, je regarde quels sont les objets, ici on peut le voir sur l'image, qui sont en interaction avec le voilier.
Donc il y a déjà, dans tous les cas, vous allez le revoir très souvent, la Terre qui est en interaction avec tous les objets là, qui sont sur Terre et même à son voisinage. Par exemple, les satellites ou la Lune sont en interaction avec la Terre. La Terre, en gros, elle attire tous les objets en son centre. Et donc, comme je vous le dis, elle est dans la quasi-totalité des diagrammes objet-interaction. Cette interaction, elle se fait à distance. Alors pourquoi à distance? Parce que en fait, la Terre cherche à nous attirer en son centre. Donc tant qu'on n'est pas au centre de la Terre, on considère que cette interaction se fait à distance. Donc c'est-à-dire que le voilier dans notre DOI sera relié par une double flèche en pointillé. L'air, c'est aussi un élément qui va être présent dans quasiment tous les DOI. En gros, l'air, dès qu'il y a un mouvement, et ben, l'air va intervenir. Quand vous êtes en voiture et que vous mettez votre main à travers la fenêtre, vous sentez l'air du coup qui s'écoule le long de votre voiture et qui va taper par exemple votre main et la faire reculer. En fait, dès qu'il y a un mouvement, l'air entre guillemets rentre en opposition. En fait, c'est comme si on était dans de l'eau, mais en fait, on est dans l'air et l'air s'écoule et va freiner la course des objets en mouvement. Cette interaction, elle est en contact. Donc ça veut dire que quand on va placer l'air dans le diagramme objet interaction, on va le placer et autour du voilier et on va le relier par une double flèche classique. Ensuite, dans notre situation, il y a un dernier objet qui intervient, c'est l'eau. On voit bien le voilier, ou comme tout bateau, flotte sur l'eau. Et donc ça veut dire que l'eau empêche le voilier de tomber au centre de la Terre, justement. C'est comme ça joue le rôle du sol dans les situations classiques. Rappelez-vous, on différencie le sol terrestre et le centre de la Terre. Ici, l'eau, du coup, empêche le bateau de tomber. C'est une interaction de contact, hein. On peut voir clairement que l'eau est en contact avec le bateau. Et donc on reliera du coup l'eau avec le voilier par une double flèche classique. Je vous laisse du coup voir quel serait le résultat final. On voit effectivement la Terre avec une double flèche en pointillé pour dire que c'est à distance. L'eau et l'air qui sont reliés par une interaction de contact, c'est-à-dire une double flèche en trait classique, autour du voilier qui est l'objet principal de notre DOI. Pour ceux à qui je n'ai pas pu corriger les exercices sur le DOI, je vous avais fourni du coup deux exemples. Celui de la charge d'une grue et celui du maglev, un train du coup qui se déplace en lévitation grâce à ses aimants. Je vous laisse aussi y réfléchir de votre côté. Si vous avez besoin de la réponse ou si vous avez besoin d'aide, et n'hésitez pas du coup à revenir vers moi et me contacter sur Pronote, d'accord? Je répondrai à chaque fois le plus rapidement possible. Sinon, vous savez, je suis toujours disponible au collège, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aidera pour vos révisions, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas pour la moindre question.